entre l'espoir de sauver sa propre vie pour Döblin et le désespoir face à la montée du nazisme, comme pour les autres écrivains de l'exil. Pour Döblin, l'approche de la guerre, et il va venir, ça réveille le passé, la précédente guerre. Il essaye de comprendre dans ce roman quelles erreurs ont été commises en 18. Il voit l'échec des partis qui se réclament du marxisme. Il a été membre successivement de l'USPD puis du SPD. Il lit alors, quand il est à Paris, Pascal, Tauler, Kierkegaard. Bourgeois et soldats se placent donc à un point charnière. La culture classique ne sauve pas. Le salut n'est pas davantage dans la révolution. Il le voit bien. Pour lui aussi, c'est minuit dans le siècle. Qu'en est-il de la religion? En réalité, Döblin anticipe dans le roman sa propre conversion au catholicisme qui aura lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roman, pour lui, c'est ce qu'il dit, est un instrument de connaissance historique, politique, religieuse, mais cette connaissance par le roman historique, car Novembre 18 en est un, est pour lui une connaissance scientifique, quasi expérimentale. Ces personnages, dit-il, sont des sondes au sens médical du terme, et c'est une manière de s'engager aussi pour lui, parce qu'il dit, avec l'histoire, je le cite, avec l'histoire on veut quelque chose. Deuxième point, la forme du roman. Alors c'est une forme évidemment complètement éclatée. Je vais d'abord parler des trois unités qui n'existent pas, du narrateur et des personnages, et puis de la langue. Les trois unités. Je cite Döblin. Enfin, les trois unités, j'entends le lieu, l'action. Et... Je cite Döblin. C'est une phrase de 1917 déjà. Si on ne peut pas découper un roman comme un ver de terre en 10 morceaux, et que chaque partie continue à remuer, il n'est bon à rien. C'est-à-dire un roman doit pouvoir être découpé, et chaque partie doit pouvoir vivre. Avec une telle définition, il ne peut y avoir d'unité de lieu, de temps d'action, mais des entrées multiples. Et je vais l'illustrer un peu avec Bourgeois et soldats. Le lieu. Il y a dans Bourgeois et soldats toute une série de lieux, à commencer par l'Alsace et Berlin. En Alsace, il y a Strasbourg et Haguenau. Le récit s'ouvre sur un intérieur modeste à Haguenau. C'est la concierge du curé, et conduit à l'hôpital militaire de Haguenau, en passant par les rues de Haguenau et les places. À Strasbourg, on suit les personnages d'une rue à l'autre, sur les quais, place Gutenberg, Kaiserplatz, au tribunal, où se réunit le conseil de soldats, et de là, on va au salon francophile de Strasbourg, et des salons francophiles de Strasbourg, on saute au lieu de pouvoir que sont Metz, Nancy et Paris. On visite des centres du pouvoir, par exemple, il y a tout un chapitre consacré au maréchal Foch, et du contre-pouvoir, avec les séances des conseils au tribunal. On va et on vient d'une ville à l'autre, d'Haguenau à Strasbourg surtout. Pour ce qui est du temps, même si le titre est Novembre 18, le premier chapitre du roman s'intitule Le 10 novembre. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Schickele, les travaux que j'ai faits sur Schickele écrit un essai le 9 novembre. Ben, chez Döblin, il n'est pas question du 9 novembre. C'est déjà la première chose. Donc, rien au départ. Sur le 9 novembre à Berlin, le cadre temporel, oui, mais il y a des flashbacks, et puis il y a... Le cadre temporel est celui de quelques jours, comme on l'a vu. En 10 jours, on s'attendrait à une montée révolutionnaire, 10 jours qui ébranleraient l'Alsace, le flux, le reflux d'une marée, comme chez Trotsky, avec son point culminant, l'éclatement d'une crise. Or, il n'y a point de temps fort, il n'y a pas de grande journée qui se fixe dans la mémoire, mais un temps répétitif, une succession parfois banale de journées, un chapelet de jours ordinaires, illustrant le fait que cette révolution peine à rompre avec l'ordre des choses. L'action. Le roman s'ouvre sur le dimanche 10 novembre, en dimanche, le quotidien de la concierge du pasteur, à Haguenau, celle de la simultanéité d'actions diverses est mise en scène comme des actions parallèles ou contraires. Je dis actions parallèles parce que ça rappelle Mouzil un petit peu. Action contraire, l'arrivée en fanfare des marins, d'un côté, la douche froide d'un discours de Perrotte, de l'autre. Action parallèle, le train rapide des marins qui déboule sur Strasbourg, et puis le petit train piteux du convoi militaire emportant l'hôpital et la défaite. Action publique, des discours de Barès,
qu'on appelait le rossignol du carnage, et qui trouve que l'Allemagne est dangereuse dans sa profondeur. L'action publique parallèle, un discours d'un notable à Haguenau. Action collective, une manifestation, parallèlement le pillage à l'hôpital, que Jean-Claude va vous décrire. Action contraire, l'organisation d'une milice. On pourrait continuer à l'infini. On peut effectivement découper ce roman en 10 morceaux et suivre 10 histoires partielles au moins. Quand on s'intéresse à un personnage, par exemple, on cherche dans les tomes 2, 3, 4, etc., ce qu'ils deviennent. Et chaque fois, on peut prendre une entrée historique, complètement un exposé historique. On trouve un exposé dans tel chapitre et on peut continuer au tome 3, la suite des événements, etc. Quelle que soit l'entrée qu'on prend, c'est très moderne, on peut la suivre. On peut s'arrêter au premier tome, mais ce n'est qu'un prologue. Debline lui-même dit qu'il pose des questions. Il faut lire les 4 si on veut voir ce que deviennent tous ces personnages que l'on rencontre, si l'on veut un début de réponse aux questions. Et on n'est même pas obligé de suivre l'ordre 1, 2, 3, 4, on peut lire 1, 4, etc. Le narrateur et les personnages. Dans le roman classique, le narrateur mène son récit, il sait où il va. Ici, chez Debline, il est détrôné, il observe, teste, hésite, revient en arrière. Ces personnages sont des sondes sans véritable qualité ou caractère, qui fluctuent et peuvent basculer. Ils sont plongés dans des situations qualifiées de révolutionnaires, et c'est eux qui demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette révolution? Comment réagir? Quelle solution? Ils testent alors des solutions. Parfois, une solution est son contraire. Par exemple, Mauss est d'abord spartakiste dans le 4e tome, et puis ensuite, il va chez les corps francs. Il tombe, il se relève, se suicide ou fuit. Il n'y a pas de véritable personnage principal, une foule de personnages demande ici la parole, même les maisons et les cartes postales parlent. Il y en a tout de même un ou deux que l'on sent proche de l'auteur, ici il s'agit de Becker, dont je parlerai. Les personnages composent un réseau de voix multiples, simples dialogues, monologues intérieurs, polémiques sourdes avec le discours d'un autre, voix intérieure de la conscience. Ce procédé a été largement expérimenté dans Berlin Alexanderplatz. On a pu parler de véritable polyphonie. Aucune voix, même celle du narrateur qui intervient de temps en temps, ne détient la vérité. Pas même celle de Dieu qui, dans le roman, écarte les nuages pour dire aux hommes, pour crier aux hommes, « Je ne vous fais pas confiance ». La quête de la solution se fait à travers ce dialogue et ces voix, même si le dialogue de Debline intègre des voix, comme je l'ai dit, un peu surréelles, comme celle de Dieu, de la conscience, mais aussi du rêve. N'oublions pas que le romancier, ça c'est encore une formule par rapport aux historiens, est seigneur et maître de la matière, y compris historique. La langue. Tous les niveaux de langue sont représentés, à cause de la multiplicité des personnages, et par la technique du collage, la citation. La Première Guerre mondiale a produit des millions de textes imprimés, on a pu le voir à l'exposition à Strasbourg, il suffit de coller. Par exemple, il y a des discours de Paresse, de Foch, de Clémenceau, donnés comme tels, des lettres de soldats, des suppléments féminins de journaux modernes. Il cite la Straßburger Neue Zeitung, supplément féminin. Familiers des milieux populaires et des bistrots, médecins, des pauvres, psychiatres, rats de bibliothèque, Debline a une foule de discours à portée de main. Nous avons dit déjà qu'il arrivait à Dieu en personne de prendre la parole, tout aussi invraisemblable est ce que disent les maisons de Strasbourg. Je cite le roman. Strasbourg était belle et charmante, comme toujours. De vieilles maisons à colombages se miraient dans l'eau et trouvaient leur image aussi séduisante qu'il y a 200 ans. C'est révolutionnaire. Hein. Nous n'avons pas pris une ride, se disent-elles chaque matin au lever du jour. Fin de citation. L'ironie est omniprésente, elle touche tout le monde, il n'y a pas de drame, le ton est celui de la chronique, ironique, provocatrice et tendre. Debline n'est jamais cynique, comme le voudrait l'air du temps, on sent la compassion avec les gens simples et les vaincus de l'histoire. Les personnages. Mon troisième point, j'ai choisi 2 personnages parmi la foule de personnages qui se présentent, Becker et Hilde, une Alsacienne, Hilde, l'infirmière, et un Allemand, Becker. On aimerait qu'il se trouve, hein, le premier tome du roman semble y conduire. Debline était médecin, en tant que tel, le personnage de l'infirmière lui est proche. Hilde est alsacienne, blonde, elle travaille à l'hôpital,
militaire de Haguenau. Elle a 24 ans, la guerre l'a usée. Les malades l'aiment, ils disent ein holdes Wesen. C'est ainsi que les hommes en parlent, et 3 hommes, au moins dans le roman, en sont amoureux. Elle est originaire de Strasbourg, où elle a fréquenté la Höhere Mädchenschule, l'actuel lycée des Fonteliers. Elle a donc une formation scolaire un peu plus poussée que la moyenne des jeunes filles. Son père a un poste d'architecte à l'œuvre Notre-Dame. Il a 70 ans, il est veuf, et elle ne veut pas le laisser seul. Mais Hilde aime l'Allemagne, elle a de la famille dans Württemberg, elle aimerait accompagner le convoi de l'hôpital de ceux qui doivent quitter l'Alsace du fait de la défaite. Elle connaît la situation, dit-elle, misérable de l'Allemagne à la fin de la guerre. La guerre l'a changée. Elle lui a permis de prendre ses distances et de mûrir. Lorsque le convoi quitte Haguenau, le mercredi 13, elle va retrouver son père à Strasbourg. Très rapidement, le lecteur devine que sous son apparence calme se cache un personnage bien plus complexe. Il faut continuer la lecture. Son père habite près de la cathédrale. Elle a besoin, avant de le retrouver, de reprendre contact avec la ville. Je cite. « Elle avait bien dormi d'un sommeil merveilleusement profond. Elle n'était pas rentrée chez elle. Pensive, elle longea la petite rivière verdâtre. Et tandis qu'elle marchait et qu'elle bougeait ses membres, elle se sentait unie à ce lent flux opaque, à cette vieille église Saint-Nicolas. » Donc il est bien de Strasbourg. Le père est consterné par les événements. Il ne se sent pas prêt à affronter l'avenir français. Il se dit trop vieux pour apprendre à penser autrement en français. Il parle cette langue, mais il n'écrit pas et il ne peut pas penser en français. Vient le chapitre qui porte son nom, Hilde. Le lecteur est surpris. Voilà que l'infirmière Hilde, une infirmière, une Krankenschwester, comme dirait Jean-Paul, prend du bon temps. Se prélasse dans sa baignoire, rêve à son amoureux d'avant-guerre, Bernhard, qu'elle a fui. Elle se sent devenir plante, animale, se repose sur le canapé avant de sortir, de faire un coucou à la cathédrale. On y célèbre un mariage, elle en rêve, elle s'amuse des cartes postales. Puis elle part à la recherche de Bernhard, que pourtant elle avait fui jusqu'en Ukraine avec l'armée allemande. À présent, elle veut s'affirmer face à lui. L'image de Hilde n'est pas du tout celle d'une femme politisée. Elle va voir Annie, une tante de Bernhard, qui est francophile. Celle-ci remarque que Hilde a changé pendant la guerre. Je cite le roman. « Tu es fiancée, Hilde, ou mariée? Pourquoi? On dirait que tu sembles plus mûre. Tu as mûri. Peut-être même es-tu mûre pour l'annexion par la France. » Hilde la regarda. Madame Annie, plongée dans sa tasse, avait un sourire ironique, malicieux, provoquant. « Tu es alsacienne à 100%. Une vraie héroïne goethéenne, la Charlotte de Werther, ou Marguerite. L'homme de Francfort-sur-le-Main, tu sais, Goethe, il est venu chez nous de ce côté du Rhin. Et s'il n'a pas fait un seul enfant, même pas sa Charlotte, il a mis au monde toute une génération de Marguerite et de Charlotte, au point d'en peupler l'Alsace et de l'encharloter pour des années, jusqu'à hier. » Annie répond, « Tu connais les déjeuners allemands. » Ah non. C'est Hilde qui lui pose d'abord la question, et en amour, tu connais l'Allemagne? Alors Annie qui lui répond, tu connais les déjeuners allemands, un gros morceau de viande fumante et une vingtaine de pommes de terre grosses comme ça. Compare avec un déjeuner français. Pour commencer, 3 ou 4 hors d'œuvre variés, précédés d'un apéritif. Puis le poisson, suivi d'une tranche de viande ou de poulet, de légumes, de salade. Ensuite le fromage, plusieurs sortes de fromage, il a le choix. Les fruits, les desserts, un cognac. Le tout arrosé de vin rouge ou blanc, c'est selon. Et pour terminer, café et cigarettes. L'amour à l'allemande, l'amour à la française. Un peu écœurée par les métaphores gastronomiques de cette femme qui avait pourtant perdu son fils et son mari dans la guerre, Hilde a envie de fuir. Le premier tome en reste là.